Salut à tous, on s'est réunis avec Sisdelf, moi c'est Sisnoot, on fait partie de la Sismic, et on va vous parler de la série Ratched de Ryan Murphy qui est sortie en septembre sur Netflix. Je pense que vous en avez tous entendu parler, si vous l'avez pas encore vu. Et donc cette série est annoncée comme un préquel du personnage de Mildred Ratched dans le film Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman que vous connaissez sûrement aussi. Oui, et avant d'être un film, d'ailleurs, c'est un roman de Ken Kesey qui raconte l'histoire d'un homme qui est joué par Jack Nicholson, qui s'est fait interner dans un hôpital psychiatrique pour échapper à la prison, alors qu'il a été accusé de viol sur mineur. Et petite parenthèse, donc dans le film de Milos Forman, cette accusation est complètement mise de côté dans l'intrigue. Alors juste une précision, après avoir vu la série, on peut vous dire qu'en réalité, Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est plutôt une source d'inspiration, et que donc la série Ratched est vraiment une interprétation libre plus qu'un véritable préquel. Parce que Ryan Murphy, il a pris une grande liberté dans la façon de développer le personnage de Mildred Ratched, qui est interprété ici par la talentueuse et magnifique Sarah Paulson. On a décidé de faire un podcast sur cette série parce que, au-delà de sa réalisation qui est tout simplement magnifique et à couper le souffle, elle est profondément féministe avant tout. Et en tant que membre de la Sismic, ça nous a beaucoup inspiré. Et au-delà de la portée féministe, Ratched est une série aussi qui dénonce l'exclusion sociale et les normes qui sont imposées par la société. Et ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur dans la Sismic. Ryan Murphy a mis l'accent aussi sur le droit à la différence, à la liberté d'être, et les termes qui sont abordés nous donnent envie de partager donc cette réflexion et nos interrogations en tant que femmes. On a pu remarquer également que l'esthétique, la qualité de l'écriture et les dialogues entre les acteurs et les actrices méritent vraiment qu'on s'attarde sur cette série qui a vraiment soigné les moindres détails pour nous plonger dans son univers qui est aussi effrayant que fascinant. Bon, je suis une grande admiratrice de Sarah Paulson, qui est devenue au fil des années la muse de Ryan Murphy. Et d'ailleurs, elle-même, elle le dit qu'elle lui doit sa carrière. Il a commencé à la propulser sur le devant de la scène en lui offrant en 2012 un rôle super féministe aussi de Lana Winters, une jeune journaliste badass, indépendante et pleine d'ambition, dans Asylum, la saison 2 de American Horror Story, qui est pour moi la seule, l'unique, la vraie, quoi, enfin, de loin la meilleure. Et pour ma part, j'étais déjà fascinée par le travail de Ryan Murphy, que j'ai connu dans Nip Tuck et American Horror Story, et j'ai découvert la talentueuse Sarah Paulson dans le rôle de Mildred, et on s'est dit avec nous qu'il fallait absolument qu'on en parle. Alors la première chose qui frappe en regardant Ratched, c'est vraiment son esthétique complètement époustouflante, avec plein de couleurs hyper vives, un étalonnage super pop, une mise en scène et un découpage technique grandiose, avec des travelling, la caméra qui semble voler, virevolter, flotter, et puis même danser par moments. Après, il y a un montage aussi qui accentue pas mal l'intensité de l'action, avec par exemple des split screens. Et alors la musique elle est sublime. Il y a pas mal de musiques qui sont empruntées aux bandes originales de grands classiques hollywoodiens, comme par exemple Psychose d'Hitchcock, composé à l'époque par Bernard Herrmann. Et donc par moment on a cette musique tout droit sortie des films de l'époque qui se mélange avec la bande originale du compositeur de Ratched qui s'appelle McKayle. Et j'ai aussi remarqué que par moment il y a des petits fondus enchaînés sur la musique de Bernard Herrmann. C'est aussi clairement un hommage au film de l'époque, ces espèces de fondus qu'on voit plus beaucoup aujourd'hui. Et en dehors aussi de l'esthétique et de la musique, on a également le ton cynique qui est vraiment emprunté, l'humour noir pour pointer le décalage avec l'absurdité, etc. Et ça fait référence aussi au cinéma hollywoodien et aux classiques du genre thriller horreur, comme on a pu le voir dans Shining, avec la scène d'ouverture en plongée sur la route sinueuse, avec les cadrages et les points de fuite dans l'hôpital aussi qui font référence à la mise en scène de Stanley Kubrick. Et aussi aux grands mélodrames hollywoodiens tels que les films de Douglas Sirk. Et aussi, il y a pas mal de références à des films comme par exemple Bonnie and Clyde, Elephant Man, etc. Il y a une notion d'excès à tout niveau. Et cette notion d'excès, donc, on retrouve dans la mise en scène, dans les lieux qui sont immenses, dans cette propreté à l'extrême dans l'enceinte de l'hôpital, dans les comportements aussi, avec les troubles mentaux, mais aussi le jeu de certains acteurs qui sont assez exacerbés. Et ben ce côté hyper excessif
dans la forme, en fait, rejoint le fond de l'histoire, où les sentiments sont exacerbés aussi, et les personnages souvent à vif. Et on a remarqué aussi l'omniprésence de la couleur verte, un peu la couleur rouge aussi, mais surtout la couleur verte, qui a une forte symbolique, selon apparemment la créatrice de costumes. Cette couleur a des connotations de violence, d'oppression, représente le mal. Et c'est une couleur qu'on voit donc dans le décor, en fait, donc la voiture de Mildred, dans les paysages, dans l'hôpital aussi, les murs sont verts. Et puis aussi à l'image, à travers l'étalonnage, quand par moments, dans certaines scènes, les personnages, et surtout Mildred, est prise d'une émotion violente. À ce moment-là, il y a une espèce de teinte verdâtre. Et ça, je crois que c'est une référence à un film aussi d'Hitchcock. Qui lui-même, d'ailleurs, a beaucoup traité sur le sujet de la folie et des maladies mentales dans ses histoires. Pour rappel, le film est issu du roman donc, Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui n'avait absolument rien de féministe, parce que justement, il y a un extrait dans le livre où il est dit justement à un moment donné « Nous sommes victimes d'un matriarcat ». Les docteurs sont aussi impuissants que nous. Il s'agit là d'un dialogue entre Harding et McMurphy, qui est le criminel interné condamné pour viol sur mineur. Et ici, dans cette histoire, le viol est désigné comme la seule arme dont les hommes disposent afin de montrer qui est le patron. Et Mildred, dans le roman, est décrite comme castratrice, alors qu'elle ne fait que son travail dans une position de pouvoir face à un système patriarcal. Dans la série, je trouve que la scène de présentation du personnage de Mildred est très forte, parce qu'elle annonce tout de suite la couleur. On pourrait dire que Mildred y est présentée selon les codes de présentation des personnages masculins dans les films de l'époque à laquelle l'action se déroule. Elle est assise au volant de sa voiture, à une station-service, et la caméra en travelling avant se rapproche d'elle tout doucement, alors qu'elle observe derrière sa vitre un couple qui s'embrasse. Donc là, elle est celle qui regarde, et non pas objet de regard. On peut dire qu'elle a une avance sur les autres. Et l'insistance avec laquelle elle observe ce couple nous révèle déjà beaucoup de sa personnalité. Et lui, Ryan Murphy, à travers la série Ratched, il a voulu offrir une toute nouvelle dimension à Mildred, qui représente l'autorité, mais à côté de ça, elle se bat justement contre ce même système autoritaire, donc l'institution hospitalière, pour sauver les patients, et en faisant preuve d'actes immoraux, mais également de bonté quand elle saisit l'injustice justement de certaines situations. Au préalable, dans la série, les femmes dans Ratched évoluent dans un système patriarcal avec une représentation masculine en haut de l'échelle sociale, ou avec un rôle d'autorité. On peut voir le docteur qui est avide de reconnaissance, qui est à la tête d'une institution. Des personnages masculins donc assez agressifs, autoritaires, tels qu'un tueur à gages brutal, le criminel qui semble fou. Et tout porte à croire que l'homme détient le pouvoir sur les femmes dans cette société de par leur statut, dans une histoire qui dénigre les femmes. Et c'est justement cette arrogance et cette suffisance que pointe du doigt Ryan Murphy, de manière cynique, et c'est ce qui mènera justement à leur perte les protagonistes masculins. Ce qui est intéressant dans la série, c'est de voir les personnages féminins conquérir leur propre autonomie sociale, professionnelle et affective dans un monde justement qui est dirigé par des hommes. Mais en fait, très vite, on se rend compte que les hommes sont faibles et qu'ils ont besoin des femmes par lesquelles ils sont protégés ou aidés. Par exemple, du coup, Mildred auprès du docteur Hanover, qui est censé être sa subalterne et qui finalement apparaît plus comme la patronne. C'est elle qui va un peu être là pour le guider, le diriger. Et puis après, oui, auprès de Edmond. Après, il y a aussi le personnage du fils complètement dépendant de sa mère, la riche héritière là, qui est jouée par Sharon Stone. Donc là, on se retrouve dans une situation où les rôles sont inversés. Ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Par exemple, à la fin de la série, Mildred finit par nommer infirmier en chef le jeune infirmier avec lequel elle s'est liée d'amitié. Et on se rend compte dans plein de situations que les hommes sont là pour les servir et que ce sont eux qui deviennent à leur tour des outils, des pions pour elles et pour leur permettre de mener à bien leur plan. Et je trouve aussi que les hommes apparaissent faibles parce qu'on a l'impression, on voit qu'ils sont en proie à des dépendances
comme par exemple la drogue pour le docteur Hanover, qui est complètement un gros camé, et qui a besoin de sa dose. On le voit souvent partir se shooter dans un coin, et qu'il n'est pas maître de lui-même s'il n'a pas cette dose pour le calmer. Après, alors, dépendance entre guillemets au sexe, ou pour Edmond et le gouverneur, enfin on sent qu'ils sont beaucoup gouvernés par leur libido. Dépendance au pouvoir et à la reconnaissance pour le docteur Hanover, encore une fois, qui a besoin de prouver des choses. Enfin, le gouverneur aussi a ce besoin de pouvoir et de reconnaissance. Et toutes leurs actions, en fait, semblent être dirigées par ça. C'est complètement l'inverse pour les personnages féminins, par opposition, qui sont plutôt dans un grand contrôle et dans une grande retenue, comme Mildred pour obtenir ce qu'elle veut, Gwendoline pour ne pas envoyer valser son patron misogyne, donc le gouverneur, Nurse Bucket aussi pour ménager les sautes d'humeur du docteur Hanover, par exemple. On peut voir dans la série que les hommes sont ridiculisés en raison de leur propre sentiment de supériorité, mais aussi représenté dans tout ce qu'il peut avoir de plus macho, donc l'agressivité, l'humiliation, des armes en fait qu'ils utilisent pour rendre inférieures les femmes, en tenant des propos sexistes notamment, avec le gouverneur qui cesse de commenter le physique des personnages féminins qui l'entourent. On peut également voir qu'il y a une décrédibilisation du rôle hiérarchique, donc qui est tenu par les hommes de pouvoir. Le statut du prêtre et de la religion tombe complètement parce que justement on apprend qu'un prêtre donc a violé, qui représente le pouvoir suprême à la base. Également donc est attaqué donc l'institution, l'hôpital, avec le docteur Hanover qui doit obéir à Mildred sous couvert de menaces et de chantage. Et donc voilà, la série fait vraiment tomber le pouvoir dans tout ce qu'il y a de plus sacré, de plus intouchable, donc comme on l'a dit, les institutions, la religion, le savoir scientifique aussi. La science qui possède vraiment le savoir, voilà, et qui peut se permettre en fait de faire tout et de tout expérimenter. Par exemple, le docteur Hanover qui pense avoir trouvé le remède miracle pour soigner ses patients. Donc on dénonce également dans cette série les jeux de pouvoir et le rapport homme-femme, le rôle des médecins. Ce sont les médecins et les infirmières, donc les infirmières qui sont sous la coupe donc, des médecins, en tout cas au premier abord. Il y a une scène justement où Mildred vient d'être promue infirmière en chef à la place de Nurse Beckett. Et elle lui dit justement, en parlant du docteur Hanover... C'est peut-être une chance d'avoir perdu vos fonctions. Le docteur ne pouvait vous aborder à cause de votre position hiérarchique, mais à présent, vous êtes à nouveau une femme à ses yeux. Parce que Nurse Beckett était amoureuse justement du docteur Hanover. Donc les propos de Mildred révèlent ce qu'une position hiérarchique élevée chez une femme qui sort des rangs peut faire justement de l'ombre à l'identité masculine, qui est caractérisée justement par la domination, la supériorité, le symbole de la virilité, donc qui veut absolument imposer donc son autorité. Et donc cette identité masculine est menacée dès que les repères sont chamboulés, comme on a pu le voir pour le docteur Hanover. Et du coup, pour nous, spectateurs, c'est hyper jouissif et libérateur Et puis on a du coup aussi ce sentiment de revanche là que possèdent les personnages et qui nous contamine à travers l'écran quand on voit donc ces hommes qui se font prendre à leur propre jeu. Le monde hospitalier, donc tout comme les prisons, apparaît comme une extension du modèle patriarcal, parce que c'est un lieu d'expérimentation plutôt qu'un lieu de soins. Et l'hôpital y est montré comme un lieu de surveillance et de punition, au même titre que le milieu carcéral. En réponse justement à ce système patriarcal, elles utilisent justement cette culture du care comme arme pour aider justement les défavorisés et les exclus donc de manière habile. Et d'ailleurs, le seul homme qui est épargné, c'est le plus sensible de tous, qui lui-même représente un personnage qui est en marge, parce qu'il a le visage défiguré et qui fait un travail dit féminin. Il s'agit donc du jeune infirmier. Enfin, il est le plus épargné de tous, plus exactement. Il y a quand même une notion de sororité, ou du moins d'entraide entre femmes, qui se développe. Alors c'est pas forcément très visible au départ, mais ça se développe au fur et à mesure. Par exemple, dans la scène où Mildred et Gwendoline réconfortent Nurse Bucket, qui vient de se faire rejeter par le docteur Hanover, dans la scène du bal. Et donc là, à ce moment-là, Mildred dit à Nurse Bucket qu'elle vaut tellement mieux que le docteur Hanover, que c'est une femme forte, qui sait ce qu'elle veut, une vraie femme.
Et elle traite le docteur Hanover de tous les noms. Elle parle sous le regard étonné de Gwendoline, qui entend pour la première fois des propos de ce genre envers le docteur Hanover, dans la bouche de Mildred, qui jusqu'à présent avait plutôt tendance à l'encenser. Et c'est une des rares fois où Mildred parle vrai, en laissant de côté sa retenue un peu froide et calculatrice. Et du coup, c'est vrai que cette scène, je trouve qu'elle est assez symbolique, dans le sens où il y a une libération de la parole. Et cette libération de la parole, elle a lieu entre femmes. Et du coup, on sent bien qu'il y a une sorte de revanche des femmes qui prend place, et parce qu'elles prennent leur place, elles s'entraident, elles s'aident à trouver leur place aussi, et à la prendre. C'est un peu comme une sorte de petite fenêtre sur ce que serait le monde dans un système matriarcal. D'ailleurs, on réalise aussi que si les femmes commettent des erreurs dans Ratched, ou si elles pratiquent des actes immoraux, c'est aussi à cause des hommes. Lorsque Mildred donc protège Edmond, ou envers le docteur. Vers la fin de la série, l'infirmière Bucket fait un discours à l'équipe du personnel soignant, et une infirmière lui demande comment ils vont faire en attendant d'avoir d'autres médecins. Et Bucket répond « Honnêtement, est-ce qu'on en a vraiment besoin ?» Et plus tard, Bucket annoncera à Mildred que c'est fantastique parce que leur nouveau médecin est une femme. On a un tas de portraits de femmes fortes et libres, et également Dolly, qui est donc une infirmière, qui paraît au préalable donc plutôt inoffensive, et qui va elle aussi conquérir sa liberté. Et donc on se rend compte que toutes ces femmes-là vont se révéler beaucoup plus fortes qu'on ne le croit, et elles se révèlent dans les épreuves. Elles ne subissent pas leur sort malgré les abus et les humiliations qu'elles ont pu connaître. Et justement, c'est la force de leur sensibilité qui est mise en avant. Elles finissent par s'accomplir en tant que femmes en s'affranchissant du regard des hommes. Il y a une notion aussi qui nous paraît hyper importante, sur laquelle on a vraiment envie de mettre l'accent, c'est le personnage de l'anti-héroïne par rapport au personnage de Mildred Ratched. Il y a un fort contraste entre cette espèce de force, de caractère indépendant. Elle sait ce qu'elle veut, elle va droit au but. Elle a quelque chose presque dénué d'émotion, d'un côté. Et puis, de l'autre, il y a quand même une forte sensibilité qui transparaît au fur et à mesure, notamment dans certains contextes, dans certaines scènes. C'est assez rare d'avoir des représentations de personnages féminins aussi nuancées. Et on a trouvé un extrait d'une interview de Nathalie Portman, qui est une actrice très féministe, qui dit quelque chose qui nous fait un peu penser à ce contraste sensibilité-force qui n'est pas incompatible. Et elle dit: l'erreur d'Hollywood est de croire que si l'on réalise une histoire féministe, la femme défonce tout et gagne. Cela n'est pas féministe, c'est macho. Un film à propos d'une femme faible et vulnérable peut être féministe s'il montre une personne vraie avec qui on peut être en empathie. Alors que souvent, au cinéma, les femmes sont souvent représentées soit comme des potiches ou soit comme des viragos sanguinaires. On remarque aussi que les codes changent également dans la série, parce que Dolly représente au préalable donc la pin-up, et elle va se révéler être une femme complètement déterminée qui est prête à tout pour conquérir sa liberté en allant jusqu'au meurtre, justement. Vers la fin de la série, il y a un moment entre Mildred et l'infirmière Bucket qui l'attend dans sa chambre parce qu'elle a eu des preuves comme quoi elle manigance des choses, et donc elle l'attend sur son lit avec le magnétophone qui a enregistré sa discussion avec le jeune prêtre qui était susceptible de parler et donc de nuire à Edmond, et qu'elle a été obligée de lobotomiser. Face à l'infirmière Bucket, Mildred n'a d'autre choix que d'avouer ses actes, et l'infirmière Bucket essaye de la sonder pour comprendre qui elle est. Et dans leur discussion, l'infirmière Bucket essaye de pousser Mildred dans ses retranchements pour qu'elle reconnaisse sa culpabilité. Mildred, à ce moment-là, fait tomber toutes les barrières et lui raconte réellement ce qui s'est passé, réellement ce qu'elle a vécu, pourquoi elle a commis ces actes, et elle va même jusqu'à lui expliquer qu'elle n'a même pas son diplôme d'infirmière. Cette scène, elle est marquante parce que elle fait écho à de nombreuses scènes qu'on a pu déjà voir dans des films, des séries, où des rivales essayent de se coincer, et puis l'une d'entre elles réussit à coincer l'autre, et à ce moment-là, on sait que c'est la victoire pour celle qui a réussi à piéger sa rivale. Et on s'attend à ce que l'infirmière Bucket jubile par sadisme, par esprit de revanche. On s'attend à ce qu'elle la détruise avec toutes ces informations qu'elle a maintenant en sa possession.
Et en fait, ce qui est surprenant, c'est que ça arrive rarement. C'est une scène assez... une tournure de situation assez rare, j'ai l'impression. Parce que le fait que Mildred se mette à nu, montre et assume ses faiblesses devant l'infirmière Bucket, finalement va la servir. Parce que l'infirmière Bucket va éprouver de l'empathie pour elle et lui dire que malgré le ressentiment qu'elle a contre elle, elle a aussi beaucoup d'empathie et elle est touchée par ce qu'elle est. Le message de cette scène est très fort parce que on nous dit l'inverse de ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est-à-dire ne jamais montrer ses faiblesses, toujours avoir l'air fort pour ne pas se faire écraser par les autres. Et là, c'est exactement l'inverse qui se produit. La solidarité entre ces femmes naît de leur propre acceptation de leurs faiblesses et aussi parce qu'elles acceptent de les partager. Cette mise à nu de Mildred, finalement, la rend plus forte parce que ça va lui apporter soutien, amitié avec l'infirmière Bucket, amour avec Gwendoline par exemple quand elle se livre à elle et qu'elle lui raconte vraiment son histoire, l'enfance qu'elle a vécue. Et donc cette scène déjoue les codes des rivalités féminines, cette espèce de compétition soi-disant naturelle, et la scène prend une tournure beaucoup plus intelligente, profonde et intéressante. La série est très féministe, mais ça n'empêche pas qu'on a pu trouver des critiques machistes. Donc par exemple, certains youtubeurs qui ont qualifié le personnage de Mildred de garce, ou encore de sadique. Et là pour le coup, j'ai l'impression qu'on peut dire ça en voyant la bande-annonce, mais après, en ayant vraiment vu la série, je comprends pas qu'on puisse employer ces mots-là. Enfin, ça fait très étiquette collée sur un personnage assez figé. Alors qu'en fait, non, c'est un personnage tout en nuances, tout en subtilité. Donc oui, elle est poussée à commettre des actes immoraux, mais la question qui nous intéresse, surtout, c'est quelle en est la cause. Et il y a une autre critique aussi du journal Le Point, en parlant de l'hommage rendu à plusieurs films dans cette série, qui dit « Avait-on vraiment besoin du personnage nymphomane de Dolly, grossièrement inspiré des pin-up de l'époque comme Marilyn Monroe et Jane Russell, dont l'une des scènes les plus célèbres, celle de la grange dans Le Banni, est reproduite dans un épisode. » Alors là, quand j'ai lu ça, je me suis dit que ça méritait d'être relevé. Alors déjà, on est vraiment en droit de se demander quelle est la définition de nymphomane. Et bien sûr, aucune allusion n'est faite sur le personnage d'Edmond, dont on pourrait dire dans ce cas qu'il est obsédé sexuel. Encore une fois, quand il s'agit de sexe, on est dérangé ou outré quand il s'agit d'une femme, mais pour un homme, ça coule de source. La libido d'un homme, c'est naturel. On a l'impression que les femmes ne peuvent être représentées qu'avec une sexualité passive. Et du coup, on pense que Dolly passe pour une nymphomane, pour ses critiques, parce qu'elle a une sexualité active et qu'elle exerce un pouvoir sur Edmond. De fil en aiguille, on se pose des questions et on se demande comment sortir de cette dichotomie homme-femme ou mère ou putain. Plus précisément, comment sortir de cette dualité sans basculer dans la case freak, dès qu'il y a une marginalisation ou une différence tout simplement. Et ça nous amène au thème récurrent de la série, un thème très fort qui est la différence. Donc là, on voit la différence à travers la folie, les maladies mentales et la notion de monstruosité. Les détracteurs de Mildred qualifient ces actes de monstrueux dans certaines critiques, mais on se pose la question, est-ce que c'est le cas ? Et en quoi ces actes sont monstrueux ? On voulait d'abord redéfinir ce que c'était qu'un monstre et l'origine en fait étymologique. Donc tout départ, le mot monstre vient du latin donc monstrare qui signifie à la base montrer, et c'est celui qui met en garde. Et en fait, tout au long de l'histoire, cette notion a évolué. Le monstre était annonciateur de mort durant l'Antiquité. Et en fait, il existe différents types de monstres et de monstruosités. Le Loch Ness, Godzilla, donc voilà, qui sont des monstres un peu fantasmagoriques. Le lien avec la monstruosité aussi, c'est le fait du lien exceptionnel, comme on peut voir par exemple dans le film Les Oiseaux d'Hitchcock. Le fait qu'il y ait donc une multiplication d'oiseaux produit quelque chose de monstrueux. À la base, c'était vraiment ça, quelque chose de complètement anormal. Ensuite, la notion a évolué avec l'arrivée de la nouvelle science qui étudie les monstres. Elle se réfère à l'anormalité des vivants et aux anomalies physiques. Pour cela, la médecine a transgressé donc les règles pour créer des monstres, via la manipulation génétique, etc.
Et à cette époque, les personnes qui avaient des malformations n'étaient pas soignées mais traitées comme des bêtes de foire. On peut le voir dans le film Elephant Man de David Lynch, où le personnage donc, est traité vraiment comme une bête de foire et complètement humilié. On associe aussi leur anormalité physique au fait de commettre des actes monstrueux, parce que de par leur monstruosité, on se moquait, et donc ça les a menés justement à commettre aussi des actes monstrueux. Et du coup, ça nous fait vraiment réfléchir sur la perception de la monstruosité, parce que, comme dans Ratched, n'est pas monstre celui qu'on croit. L'institution vs le criminel, où le criminel est complètement instrumentalisé. Par exemple, dans la série, la science, on peut voir qu'elle commet des actes monstrueux et immoraux. La lobotomie qui était quand même une torture. Le docteur Hanover qui est prêt vraiment à prendre des risques incommensurables au nom de la science, et donc de torturer les patients. On pense également à la notion de la monstruosité avec le pouvoir religieux, avec le prêtre qui viole, qui est censé donc représenter le pouvoir divin dans la religion, et donc qui finalement commet donc des actes monstrueux et qui sont loin d'être sacrés, pour le coup. Avec les progrès de la science, aujourd'hui, on ne parle plus justement de monstres physiques, mais on parle plus de monstres social ou moral. Et dans la série Ratched, justement, Mildred est qualifiée de monstre parce qu'elle commet des actes immoraux selon le système établi dans lequel elle évolue, alors qu'on s'aperçoit qu'en fait, elle n'est qu'une victime du système qui tente de se protéger et de protéger les siens de par son histoire, de par son vécu, et qu'elle se défend en fait comme elle peut. On peut voir dans la série que le gouverneur utilise la chaise électrique comme peine de mort, alors que dans l'État de Californie, à cette époque, il n'y avait pas de chaise électrique. Et lui va vouloir l'utiliser par pur plaisir, en fait, et ça, sans avoir obéi à un système qui est mis en place, mais par simple sadisme, alors que c'est lui qui représente le système et l'autorité. Et dans Ratched, donc le pouvoir institutionnel est pointé du doigt, parce qu'on peut comprendre que c'est lui qui est un monstre responsable de fabriquer des personnes qui agissent de façon monstrueuse, justement pour protéger. On peut voir par rapport à Edmond, donc, qui veut protéger donc, Mildred de par leur famille adoptive donc, qui abuse d'eux, et Mildred qui veut protéger Edmond aussi de la peine de mort, de tout un tas de choses. On peut faire des choses monstrueuses en croyant que l'on agit de façon normale. Par exemple, quand Charlotte, en pleine crise identitaire, croit tuer Hitler, elle commet des actes monstrueux, alors qu'elle-même n'est pas un monstre, elle est simplement victime en fait de son trouble identitaire qui lui-même a été causé par un traumatisme qu'elle a vécu. Et du coup, à travers l'histoire de Ratched, on pourrait dire qu'on ne naît pas monstre, mais qu'on le devient. Par rapport à toutes ces notions de monstruosité, de bien et de mal, ça me fait penser à une scène qui m'a marquée, et c'est la scène au restaurant où Gwendoline demande à Mildred ce qu'elle pense de la lobotomie, parce qu'elles ont eu une démonstration juste avant par le docteur Hanover, notamment sur une patiente lesbienne. Et Mildred lui répond en gros qu'un esprit troublé ne peut pas se soigner tout seul. Elle ajoute qu'une personne peut être accablée de pulsions qui détruisent sa vie. Et Gwendoline lui répond « N'est-ce pas se prendre pour Dieu ? Avons-nous le droit de décider que certains sentiments sont bons et que d'autres sont mauvais ?» Et Mildred répond « Je suis persuadée qu'il est plus dur de ressentir certaines choses que de ne plus rien ressentir du tout. » Bon, là, c'est clairement un semi-aveu inconscient de sa part, sûrement, des luttes qui font rage en elle, de cette notion de bien et de mal chez elle. Et du coup, Gwendoline, elle a plutôt la position de défendre justement cette part d'ombre qui constitue notre part d'humanité et que l'on doit, selon elle, embrasser pour justement ne pas sombrer dans la folie. Alors, par rapport à cette notion de humain-monstre, là, on a trouvé des critiques qui nous ont un peu interpellés. Donc, il y a une critique des Échos qui dit « Grande déception vis-à-vis du personnage de Mildred qui a tendance à s'humaniser au fil des épisodes. » Donc là, en gros, comme si une femme en marge
une femme différente ou hantée par ses parts d'ombre était un monstre et que seule une femme lisse et douce pourrait bénéficier du statut humain. Il y a une autre critique aussi du magazine Le Point à propos du fait que Ryan Murphy apparemment n'aurait jamais eu l'ambition dans ses autres productions de développer des personnages d'anti-héros, qui dit « C'est pourtant exactement ce qu'il essaye de faire en construisant un arc narratif sur la durée pour expliquer les motivations psychologiques de cette infirmière brisée par la vie, ou comment humaniser un monstre. » Et du coup, ce qu'on se disait, c'est que c'est important de pas créer justement de scission entre la notion de monstre et la notion d'humain, vis-à-vis d'actes immoraux qui auraient pu être commis, parce que cette scission entre les deux provoque une distanciation et une sorte de déresponsabilisation, de dédouanement. Il y a aussi donc le monstre criminel, qui est souvent donc relié au fou, à la maladie mentale. Et le monstre criminel est souvent associé donc à la psychiatrisation, qui s'est faite au XIXe siècle. Et c'est en 1656 que l'hôpital général a été créé. Donc on y a enfermé dedans les fous, les criminels, mais aussi les pauvres, donc des innocents également. La punition et la maltraitance étaient utilisées justement sur le fou ou la personne qu'on pouvait prétendre folle, pour la mener justement à agir normalement et pour le forcer à se conduire de manière soumise et conforme aux règles admises. Et cela nous amène en fait à nous poser la question, à nous demander à partir de quel moment on considère quelqu'un comme fou, et est-ce que ce serait quelqu'un qui agit de façon anormale ou qui semble être en dehors de la norme. Et du coup, il y a un exemple qui m'a vachement frappée, c'est parmi les patients de l'hôpital... il y a un jeune homme, un jeune garçon, un enfant, qui est interné par ses parents parce qu'il rêvasse. Et plus tard, dans un autre épisode, Dolly dira à Mildred, en l'observant, que c'est triste qu'un si jeune garçon soit ici. À un moment donné, elle dit à Mildred... Ils disent qu'il rêvasse, mais je vois pas le problème. Qu'est-ce qui est dangereux dans le fait d'avoir de l'imagination ? Et Mildred répond... Ça doit sans doute dépendre du contenu de cette imagination. J'aime beaucoup parce que ça renvoie vraiment à ce que tu disais juste avant, que parmi les soi-disant fous, incarcérés, internés, tiens, c'est bizarre, on peut faire le parallèle, mais oui, il y avait des gens complètement innocents, juste un peu en marge, quoi. Et en même temps, Mildred qui, toujours tiraillée par ses démons, avec cette réponse de ça dépend par quoi est traversée cette imagination, ça dit beaucoup aussi de elle qui est encore en train de lutter contre tout ça, quoi. Visiblement, ce jeune garçon n'est pas victime d'une maladie mentale, mais il paraît hors norme, puisqu'il n'est pas adapté a priori au système. Il y a aussi une chose, c'est que le cinéma a joué un grand rôle aussi dans la stigmatisation des malades, des psys, des médecins et des infirmiers et de ce qui était représenté. Dans Ratched, les patients ne sont pas des criminels, justement, moi c'est ce qui m'avait marqué, mais ce sont des victimes de la société et des exclus. Et en fait, on s'imagine que dans un asile de fous, ce sont que des criminels, des gens absolument dangereux, et on s'aperçoit finalement que dans Ratched est vraiment pointé du doigt le fait qu'ils sont inoffensifs. Il y a aussi un truc que j'ai remarqué, c'est qu'on peut vraiment faire un parallèle entre... le rôle que joue Jack Nicholson dans le film de Milos Forman et le personnage de Edmond, le meurtrier des prêtres, dans leur tentative en fait commune de se faire passer pour fous, pour pas être jugés pour leurs crimes et pour éviter d'en payer le prix. Le fait de vouloir se faire passer pour fous, c'est un refus d'endosser la responsabilité de leurs actes en s'appliquant cette étiquette fou qui va servir à les protéger. Être un monstre permet d'éviter justement d'endosser sa responsabilité face à ses crimes. À côté de ça, le personnage d'Edmond, alias le criminel, nous est également présenté à plusieurs reprises comme incapable de faire du mal à une bête. Donc par exemple, on a cet exemple dans la scène de la grange abandonnée où Dolly tue le coq à sa place parce qu'il a absolument aucune idée de comment s'y prendre, et surtout, cette idée lui fait peur et le révulse. Il y a aussi la scène dans la grange annexée à l'hôpital, où il s'approche des animaux avec beaucoup de douceur et en portant sur eux un regard tendre. Les animaux,
de par leur pureté, leur innocence, semblent en fait le désarmer. Et ce sont bien les hommes qui le font souffrir et le rendent violent. Alors, autre point par rapport à l'infirmier Huck, qui est présenté au début comme un monstre avec son visage disgracieux à moitié brûlé. Cet infirmier donc est le seul infirmier homme, et par rapport à cette notion de monstre, il est le seul personnage masculin inoffensif. Il est le seul personnage masculin qui ne va pas être agressif ou vouloir causer du tort au personnage féminin. Là encore, Ryan Murphy semble détourner les codes, s'amuser avec, et toujours revenir à cette idée que l'habit ne fait pas le moine, que les apparences sont trompeuses, et que les monstres ne sont, encore une fois, pas ceux qui en ont l'air au premier abord. L'homosexualité fait partie des grands thèmes de cette série, parce que, comme grosse intrigue, il y a cette histoire d'amour entre Mildred et Gwendoline, jouée par Sarah Paulson et Cynthia Nixon, qui sont lesbiennes dans la vraie vie. D'ailleurs, Ryan Murphy est également homosexuel, ainsi que d'autres personnes de l'équipe, que ce soit au niveau des acteurs ou au niveau de l'équipe technique. C'est une création assez queer dans son ensemble, du coup ça ressort très bien à tout niveau dans cette série, au niveau autant du fond que de la forme. En fait, la série aborde plusieurs étapes du cheminement vers sa propre sexualité, à travers le personnage donc de Gwendoline, qui elle assume sa sexualité et va vers une vie de plus en plus libre, et à travers aussi le personnage de Mildred, qui n'a pas encore vécu ces étapes d'acceptation d'elle-même, et que Gwendoline révèle petit à petit à elle-même. On peut ressentir une forte implication émotionnelle de la part de l'équipe, et notamment donc des deux actrices, pour lesquelles jouer ces personnages et cette intrigue amoureuse a vraiment quelque chose d'engagé, de militant, de politique en fait. Encore plus parce que c'est une série qui se passe dans un contexte où l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale, oui. Je trouve ça bien que ce soit pour une fois des actrices lesbiennes qui incarnent des personnages lesbiens, parce que la plupart du temps, c'est des rôles qui sont joués par des hétéros, et je trouve que ça rajoute une dimension... symboliquement, c'est plus fort. Il y a une petite anecdote qui témoigne de cette forte implication. Dans la scène de réconciliation entre Mildred et Gwendoline, en fait, c'était pas écrit qu'elles devaient s'embrasser, mais apparemment, ce sont les actrices qui ont jugé qu'il fallait qu'elles s'embrassent parce que ça rendait plus authentique, plus crédible l'évolution de leur relation. Il y a une scène qui reflète malheureusement bien ce que, en tant que lesbienne, on peut être amené à vivre. C'est une scène dans un café avec le gouverneur qui comprend à ce moment-là qu'elles entretiennent une relation intime et qui balance à Gwendoline: deux lesbiennes qui fricotent sous mon nez et j'y ai vu que du feu. Ça alors, Gwendoline, je comprends mieux pourquoi vous vouliez pas coucher avec moi. Oui, c'est logique. Et je trouve que cette réplique, elle traduit bien le regard hétérocentré prédominant là et dénué de nuances, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus de représentations lesbiennes au cinéma et dans les séries, mais la plupart sont réalisées par des hommes à travers le male gaze. Et les meilleurs films, enfin pour moi en tout cas, hein, les meilleurs films lesbiens sont ceux qui sont racontés à travers le female gaze. Le female gaze, c'est le fait de ressentir avec l'héroïne. C'est un regard qui accompagne et qui met en valeur l'expérience féminine, contrairement au male gaze, qui va s'attarder sur les formes d'un corps féminin, par exemple, avec une notion de voyeurisme, en réduisant la femme à un statut d'objet. J'ai remarqué que ces films, ils sont très souvent filmés par des femmes ou des hommes gays, comme Ratch, mais aussi Carole, La Belle Saison, Portrait de la jeune fille en feu, et tout récemment, là, Ammonite. Laura Mulvey, qui est militante engagée de Women's Lib à Londres, a montré que les violences qui sont exercées sur les femmes par le patriarcat et le capitalisme sont véhiculées justement dans les images produites par le cinéma. Elle a démontré en 1975 que dans les films qui étaient produits par Hollywood, l'image sexualisée des actrices était le sujet central du film pour satisfaire le plaisir de l'homme. Donc les personnages masculins, ils sont représentés comme actifs et les personnages féminins sont façonnés pour être regardés et sexualisés. Et elle y parle donc du male gaze. En réponse à ce male gaze, des années plus tard, en 2020, il y a la journaliste Iris Bray
qui a développé le concept de female gaze à travers son essai Le regard féminin, une révolution à l'écran. Il y a aussi une toute petite sous-intrigue lesbienne avec les 2 patientes là, internées à l'hôpital. Il y en a une qui vient pour se faire soigner cette déviance, entre guillemets, et l'autre qui est une grande chanteuse d'opéra et qui espère que le docteur Hanover va l'aider à guérir sa mélancolie. Dans la scène de leur arrivée, en fait, on peut percevoir un échange de regards un peu appuyé entre elles. Il y a un moment aussi où la femme qui est homosexuelle allume la cigarette de la cantatrice. Ce moment évoque une scène de flirt très utilisée dans les scènes de séduction dans les films de l'époque. Et Ryan Murphy, il tourne au ridicule les croyances désespérées du docteur Hanover en la lobotomie. Donc non seulement ça n'a pas marché sur la patiente lesbienne, mais en plus d'avoir échoué, la lobotomie a ajouté cette déviance, entre guillemets, chez l'autre patiente qui ne venait pas du tout pour se faire soigner pour ça à la base, mais pour soi-disant une mélancolie. Donc ça, je trouve ça hyper drôle. Et c'est Mildred donc, qui les a surpris en train d'avoir un rapport sexuel. Et la punition décrétée par le docteur Hanover, c'est comme on disait tout à l'heure, de les plonger dans un bain bouillant. Et d'ailleurs, cette scène de torture, c'est un des premiers moments, je crois, où on perçoit vraiment chez Mildred un sentiment d'empathie. Il existe justement aux États-Unis, alors c'est moins connu en France, mais ça existe plus de façon souterraine via l'église évangéliste en général. Il existe donc des thérapies de conversion. Et pour l'instant, il n'y a que 18 États américains qui ont voté la loi qui interdit ces thérapies de conversion. Mais ça reste quand même encore quelque chose de très très présent. Et en France, il y a quand même des dérives aussi. Donc en fait, les thérapies, elles peuvent passer par l'injection massive de testostérone ou par l'aversion. En fait, ça consiste à faire subir des électrochocs au sujet, tout en lui montrant donc des images d'actes homosexuels afin de l'en dégoûter. Et du coup, le Parlement européen s'est récemment emparé du sujet en votant le 1er mars 2018 une motion qui appelle les États membres à interdire les thérapies de conversion enfin. Sinon, je voulais revenir sur la fameuse scène des huîtres au restaurant, là, dont on a déjà parlé tout à l'heure, et qui est je crois que c'est ma scène préférée. C'est donc une scène entre Mildred et Gwendoline que j'aime beaucoup parce que pour moi, elle fait vraiment référence au film de l'époque du Code Hays, qui était en vigueur de 1934 à 1966. Et donc le Code Hays, en fait, c'était une loi qui servait à imposer un code moral à suivre dans le cinéma hollywoodien. Il interdisait les représentations de violence, de sexualité, et notamment la représentation de l'homosexualité au cinéma. Et de petite parenthèse, il y a un documentaire génial sur le sujet qui s'appelle The Celluloid Closet, qui parle donc des films gays de cette époque, et de comment ils ont dû contourner la censure en faisant preuve de créativité. Et donc, dans cette scène, Gwendoline explique et montre à Mildred comment déguster une huître, en employant des figures de style ambiguës, sensuelles et érotiques, et en terminant en disant que que de manger une huître, c'est comme faire l'amour à l'océan. Donc on imagine très bien, j'imaginais très bien en la voyant que ça aurait pu être une scène de détournement du Code Hays à l'époque. Et donc ouais, c'est vraiment ma scène préférée parce qu'elle est drôle, complètement décalée, et j'aime bien son côté osé aussi. J'adore parce que j'ai l'impression que à travers cette scène, en fait, c'est un peu aussi Ryan Murphy qui prend sa revanche à son tour et qui adresse un gros fuck à cette censure de cette manière-là. Ryan Murphy, en fait, il nous donne aussi l'opportunité de changer la vision des femmes dans le cinéma à travers les personnages de Ratched et de casser les stéréotypes ou de les contourner. Et du coup, on aimerait vous lire un extrait du livre Debout de Rose McGowan qui parle de l'industrie du cinéma qui est en majorité masculine et qui influence le regard qu'il porte sur les femmes. Ça fait écho à tout ce qu'on vient de dire juste avant. Donc l'extrait, c'est « L'image que nous percevons de nous-mêmes, donc les femmes, correspond presque point par point à l'idée que les hommes se font de nous. C'est de l'appropriation de genre poussée à l'extrême. Fait. La Directors Guild of America, le syndicat représentant les intérêts des réalisateurs en activité à Hollywood, est composé d'hommes à 96%, et ce depuis 1946.
Cela signifie que durant votre vie entière, on vous fait suivre un solide régime de pensée masculine et de préjugés sur ce que les femmes sont et peuvent être. Pourquoi 96% de notre information, de nos divertissements et de notre philosophie nous viennent-ils des hommes ? Oui, et heureusement, aujourd'hui, on a quand même de l'espoir parce qu'on voit désormais émerger donc des assos de professionnels de l'audiovisuel, dont l'association française Le Collectif 50-50, qui a été fondée en 2018. Et l'asso, elle a pour objet de promouvoir l'égalité des femmes et des hommes, la diversité dans le cinéma et les séries, et dont font partie justement Céline Sciamma, Marina Foïs et Virginie Despentes. Il est plus que nécessaire d'être attentif au regard que nous portons sur les femmes, sur les idées qui sont véhiculées à travers le cinéma et qui influencent la société, pour justement permettre une plus grande inclusion des femmes à la réalisation et qu'elles puissent avoir un plus grand rôle décisionnel. On aimerait encourager les gens autour de nous aussi à, la prochaine fois que vous regardez un film ou une série, à vous demander vraiment quel regard est porté sur les personnages féminins, quelle est la place qui leur est faite, histoire de vous rendre compte de ce que vous consommez et de ne pas consommer de façon boulimique, sans filtrer ce qui peut entrer et sans se dire que parfois c'est peut-être pas bon pour la santé mentale de regarder telle série ou tel film où l'image de la femme est vraiment détériorée et que en même temps, quelque part, ne pas regarder ça, c'est aussi boycotter et participer à ce que progressivement ce genre de série ou de film ne trouve plus son public et que émergent d'autres styles de représentation comme ce que tu disais tout à l'heure, le collectif 50-50 qui cherche à développer un regard plus féminin et à faire travailler plus de femmes, etc. etc.